Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue dans la webconférence spéciale CRPE organisée par l'édition Nathan et Léa.fr consacrée aux épreuves de mathématiques et de français. Nous avons le plaisir d'accueillir Laurence, Alain Lanforestier et Daniel Moto. Je vous propose de commencer. Bonjour Laurence et Daniel. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et indiquer vos fonctions? Laurence, je vous laisse commencer. Alors moi, je suis professeure à l'INSPE de Bretagne, pour tout vous dire, en enseignement de lettres et spécialisée en recherche de littérature jeunesse. Voilà. Merci. Préparation au concours depuis de nombreuses années. Merci. Daniel, je vous écoute. De même, dans la même institution, l'INSPE de Bretagne, depuis aussi de nombreuses années, auteur de nombreux ouvrages de préparation édités chez Nathan et directeur fondateur de l'organisme de formation qui prépare au concours Prof-École. Merci beaucoup. Je vous indique le sommaire de cette webconférence. Nous allons commencer par une présentation du concours. Ensuite, nous dirons dans les différentes épreuves, donc en commençant par l'épreuve écrite de français, puis l'épreuve écrite de mathématiques, ensuite l'épreuve orale de français, l'épreuve orale de mathématiques. Et nous finirons par des questions sur comment se préparer. Sur comment se préparer, puis des questions. Pour envoyer vos questions aux intervenants, vous pouvez utiliser l'onglet dédié durant toute la durée de la conférence. Daniel, je vous propose de commencer avec la présentation du concours. Oui, donc je vais vous faire une présentation la plus brève possible des épreuves du concours. Il faut donc d'abord préciser que ce concours porte sur deux registres de connaissances. Le premier registre de connaissances, ce sont ce qu'on va appeler les savoirs académiques ou disciplinaires, et que même souvent dans les instituts de formation, on appelle le notionnel. Bon. Voilà, ça c'est un premier registre de savoir. Le second registre de savoir, ce sont les connaissances didactiques et pédagogiques, c'est-à-dire les savoir-faire du métier, notamment les cadrages institutionnels comme les programmes, qui guident et encadrent les pratiques des enseignants, mais aussi la prise en compte de l'élève, de la classe, etc., dans la démarche d'apprentissage. Donc ça, ce sont les connaissances didactiques et pédagogiques. Le concours comporte deux grandes parties, les épreuves d'admissibilité, les épreuves orales. Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites. Elles sont notées sur 20, elles ont un coefficient 1. Donc, il y a une épreuve en maths, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et en français, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Et donc, ces deux épreuves sont des épreuves qui portent exclusivement sur des connaissances notionnelles. Et puis, il y a aussi une troisième épreuve, qui est une épreuve dite d'application. Vous devrez choisir entre art, sciences ou histoire géo. C'est une épreuve qui est, on va dire, à cheval sur les deux registres de connaissances, les connaissances académiques et les connaissances didactiques et pédagogiques, et toujours à l'écrit. Elle porte essentiellement sur la capacité critique du candidat face à un document outil pour la classe. C'est une épreuve de 3 heures, une épreuve assez difficile. Voilà, donc ça c'est pour les épreuves d'admissibilité, 3 épreuves écrites de 3 heures chacune. Les deux premières, donc savoir notionnel, la troisième à cheval sur les connaissances didactiques et les connaissances notionnelles. Ensuite, ces épreuves d'admissibilité étant passées, et ensuite on va sur les épreuves orales. Donc il y a 2 oraux, mais en fait on devrait plutôt dire 4, puisque donc dans l'oral 1, il y a aussi 2 sous-parties, et dans l'oral 2 aussi 2 sous-parties. Dans l'oral 1, donc on conçoit et on anime une séance pour une classe de l'école primaire, élémentaire ou maternelle. Et on fait ça en français et en maths. Ça se déroule comme ça. On tire un sujet, ensuite on a un temps de préparation de 2 heures, et le temps de l'épreuve, c'est 1 heure. 30 minutes pour les maths, 30 minutes pour le français,
Dans ces 30 minutes, on doit exposer le travail de préparation d'un déroulé de séance qu'on a conçu pendant les 2 heures de préparation. Et ensuite, on a un temps d'échange avec le jury pour que l'épreuve dure 30 minutes. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, l'oral 2 se divise lui aussi en 2 parties. Un premier temps autour de l'EPS, l'éducation physique et sportive, et la connaissance du développement de l'enfant. C'est un oral en 2 temps, 2 fois 15 minutes, sur donc, une situation en EPS et une situation d'apprentissage sur laquelle ensuite on va interroger le candidat. Ensuite, un deuxième oral dans l'oral 2 portant sur la connaissance du système éducatif et la motivation et la présentation de son parcours. Donc ceci en 15 minutes pour le premier et 20 minutes pour le second. Voilà. Par-dessus tout ça, vous avez aussi une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère, épreuve de 20 minutes qui est notée sur 20 et pour laquelle on ne retient que les points qui excèdent 10. C'est une épreuve qui nécessite un niveau de connaissance B2 en langue, mais qui n'est pas centrée sur la performance linguistique de la langue, mais encore une fois, sur la capacité à imaginer ou à critiquer des séances d'apprentissage, donc avoir une réflexion d'ordre didactique et pédagogique sur l'enseignement de la langue. Quelle que soit celle-ci, il y en a 4 qui sont proposées, allemand, anglais, espagnol et italien. Voilà, brièvement présenté donc toutes les épreuves de ce concours. Et donc maintenant, nous allons nous centrer plutôt sur les épreuves de français et de mathématiques. Nous allons commencer par les épreuves écrites. Donc, on va commencer par l'épreuve écrite de Francie. Alors, c'est moi qui prends la parole puisque c'est ma discipline. Donc, cette épreuve, elle dure 3 heures, hein, comme mentionné, et elle est divisée en 3 parties. Les 3 parties portent sur un seul et même texte, un texte de langue française, qui peut d'ailleurs être traduit, pas d'origine étrangère, mais traduit forcément en français. Ces 3 parties sont la première se consacre à la grammaire, l'orthographe. Alors, j'ai marqué les verbes à défaut d'un autre mot. Conjugaison n'est pas suffisant non plus, mais quelque chose qui a à voir avec les verbes. Donc, cette partie, elle est sur 7 points, normalement, mais, enfin, il n'y a pas de normalement, mais dans certains, il y a eu 3 exemples de groupements en 2022, puisque c'était la première mouture hein, ce nouveau concours. Et pour certains groupements, elle est sur 7 points. Et pour d'autres, ça varie. Donc, 7 points, grosso modo. Vous avez entre 4, 5 exercices qui portent sur, je viens de le dire, la grammaire, l'orthographe ou les verbes. Je vais en parler tout à l'heure, hein, précisément, sur la façon, les notions à connaître et la façon de s'entraîner. La deuxième épreuve, qui fait suite donc à celle-ci, elle porte sur le lexique, morphologie et sémantique. Alors, morphologie, ça veut dire la forme du mot, c'est-à-dire comment il est construit, comment il est formé. Et puis, sémantique, le sens, les différentes relations de sens qui existent entre les mots. Donc, cette compréhension lexicale, elle porte toujours, comme la grammaire, comme l'étude de la langue, sur le texte. Et enfin, une troisième partie, qui est sans doute la plus grosse, parce qu'elle prend à elle seule quasiment la moitié des points. Elle fait presque 9 points. Donc un peu moins de la moitié. Je parle sous le contrôle de mon collègue de mathématiques. Donc, elle porte sur quoi? Sur la rédaction, c'est-à-dire la capacité à rédiger un texte court, dans le sens où vous n'avez que 3 heures. Il ne s'agit pas de faire œuvre littéraire si vous voulez, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de répondre à une question, à une problématique, de bien cerner cette problématique, l'enjeu du texte, de repérer donc les idées essentielles et d'y ajouter des références personnelles qui sont la plupart du temps culturelles, littéraires, cinématographiques et faits d'actualité si vous voulez. La note éliminatoire, elle est sur 5. Enfin, je veux dire, si vous avez moins de 5,5, vous êtes d'office éliminé. Voilà. Je vais donc, Aurore, passer donc à la diapo d'après pour expliquer un peu plus longuement chacune des parties.
Alors, pour chacune des parties, les notions à connaître, je vous ai parlé de la première partie, grammaire, orthographe et verbe. Sur l'expérience des derniers concours et même le 2022, il est évident que vous aurez une question de grammaire qui porte sur la nature des mots et la fonction des mots. Ça, c'est la base. Nature des mots, fonction des mots. Ensuite, vous aurez une question, enfin, je dis une, voire deux questions. Vous aurez aussi des questions d'orthographe. Et là, on est aussi en grammaire, puisque l'orthographe, ce sont deux principaux accords, les accords dans, avec le verbe, sujet les verbes, et les accords dans le groupe nominal, donc qui sont liés forcément à la grammaire. C'est pour ça que c'est en même temps. Et quelque chose qui a à voir avec les verbes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est être capable d'identifier un temps, un mode, et pourquoi on utilise ce temps et ce mode dans le texte. Voilà. Ça, c'est les notions à connaître en grammaire. Alors, je vais parler en même temps, je devrais peut-être pas, mais je vais quand même parler sur quoi vous pouvez vous appuyer, entre autres des références, qui est la lettre de cadrage du ministère, qui, qui définit les compétences, le niveau, voilà, le niveau de compétences attendu du candidat à partir du lycée. On attend de vous que vous ayez des connaissances grammaticales type lycée seconde première, où on a refait depuis la réforme à nouveau de la grammaire, et aussi le cycle 4, qui correspond donc au collège, cette fois fin de collège. Voilà, ça c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et autre chose extrêmement importante, on s'appuie sur une nouvelle terminologie grammaticale du ministère de l'Éducation nationale sortie en 2020. Et cette terminologie, vous pouvez la trouver sur, comme les deux éléments que je viens de citer, lycée et cycle 4, vous pouvez les trouver sur le site de Eduscol, qui est le site du ministère. Donc cette terminologie, vous pouvez vous appuyer, vous devez même vous appuyer sur cette terminologie en termes de nomenclature, c'est-à-dire la catégorie, comment sont rangés les mots et leurs fonctions, d'une part parce que c'est attendu, et d'autre part parce que cet élément est vraiment très bien construit, et c'est vraiment une aide pour vous. Alors ensuite, je continue sur ma deuxième partie, je vous disais tout à l'heure, le lexique, la morphologie, comment sont formés les mots, et les relations sémantiques. Ça, c'est pareil, c'est sur la compréhension du texte. Vous avez, concernant la morphologie, et les relations donc sémantiques, vous avez ces mêmes notions dans la fameuse terminologie dont je vous ai parlé, ainsi que pour le cycle 4 et le lycée. Vous avez les mêmes références. Dernier point, c'est la troisième partie concernant on appelle ça la réflexion, la capacité de faire réfléchir à partir d'un texte et une problématique donnée. Je prends l'exemple d'un texte de l'an dernier sorti, donc c'était Victor Hugo, un texte de Victor Hugo sur l'art d'être grand-père. La question portait sur quel lien, quelle définition, c'est pas tout à fait ça, mais quelle définition pouvez-vous donner du lien intergénérationnel? À partir d'une question comme ça, vous allez lire le texte en ayant la question dans la tête, bien évidemment, en tête, et vous allez y répondre en vous appuyant sur le texte. Donc, en ça peut ressembler un petit peu à un commentaire composé, mais en même temps, vous devez y ajouter des références culturelles. Et là, on est assez proche de la dissertation. Vous voyez, c'est un petit peu entre les deux. Donc, on vous demande donc des références personnelles culturelles et une capacité à structurer votre texte. Concernant les références culturelles, il est attendu une culture générale, de façon générale pour tout enseignant, déjà, premièrement, et une culture littéraire, cinématographique. Dans littéraire, eh bien, c'est les classiques, et pour ça, vous pouvez aussi vous appuyer sur, pareil, sur les programmes qui sont sortis pour le lycée et le collège. Vous avez aussi des sites, UDA par exemple, qui vous donnent des indications type de, j'ose pas dire incontournable, mais un petit peu, référence sans doute à vos années de lycée. Et puis tout ce qui sort, toutes les éditions contemporaines dont on parle aussi en édition. En termes de références culturelles, donc je vous disais cinématographique, et puis les faits d'actualité. Les faits d'actualité, ou même historiques, par exemple, je prends un texte de Céline, Un voyage au bout de la nuit, où donc le narrateur fait référence à la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, vous pouvez avoir des connaissances
historiques et en faire part. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un texte d'histoire. Vous ne pouvez pas non plus répondre à cette troisième partie uniquement en vous appuyant sur le texte et uniquement en faisant les références historiques. On attend de vous, dans cette troisième partie, votre capacité à utiliser le texte et à faire des liens. Vous ne pouvez pas amener une référence sans justifier. Autrement dit, quand vous apportez une référence culturelle, quelle qu'elle soit, eh bien, vous clarifiez, vous expliquez le lien qu'il y a entre l'idée que vous avez repérée dans le texte et le pourquoi de votre citation. Il est évident que, on va dire qu'on considère à peu près 1h30 de temps sur les 3 heures pour cette rédaction. Il est évident que vous n'avez pas le temps en 1h30 de lire le texte, de faire le plan et de faire quelque chose d'extrêmement important. Donc, on va dire en termes de calligraphie, parce que vous écrivez à la main, ben, pour le coup, je dirais peut-être 2 pages et demie. On attend de vous une introduction assez courte, vous n'avez pas le temps de faire beaucoup plus, un développement structuré, 2 à 3 parties, et une conclusion. Voilà, c'est ça qui est attendu. Je ne prends pas trop de temps non plus. Je rajouterai donc les ressources. Je vais vous en donner quelques-unes sur le site Eduscol, hein, que ce soit la terminologie grammaticale sur laquelle vous devez absolument vous appuyer, sur laquelle, que ce soit les références au lycée, au cycle 4 que vous trouvez sur Eduscol. Et je vous ai mis également 3 références ici. La première, non pas 4, Léa, qui propose régulièrement des exercices, je parle du français. Je vous ai mis un site canadien, parce que le Canada est très fier de sa langue, et à juste raison, et donc propose beaucoup d'exercices. Dictali, qui est plutôt un site pour l'orthographe, qui travaille permettre d'améliorer et de travailler son orthographe. Et un dernier site que je viens de découvrir, qui est donc de nos collègues de Montpellier, à l'Université de Montpellier, et qui propose des exercices sur la maîtrise du français, aussi bien en grammaire qu'en orthographe. Alors ça, c'est concernant les ressources. Pour terminer, je vérifie en même temps si je ne vous ai pas oublié quelque chose. Pour terminer, concernant l'entraînement. Avant même de développer, de vous dire comment on pourrait travailler, je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans ces 3 heures de temps, c'est votre capacité à gérer votre temps. Vous aurez beau avoir une tête bien pleine, comme il faut, si vous ne gérez pas votre temps, vous n'aurez pas vos points qui vous permettront d'être admissible et admis. Donc, première chose, gérer son temps. Et pour gérer son temps, eh bien, il y a plusieurs capacités. Déjà, gérer son stress, certainement, mais aussi une capacité à mobiliser rapidement ses savoirs. Ça veut dire que vous devez être maîtriser vos savoirs, ça veut dire que vous devez être, comment dire, très réactif sur les questions, la première et deuxième partie. La première, que vous avez 5 questions, grosso modo, qui portent sur le texte, avec très souvent des relevés précis. Soit les mots sont soulignés et vous devez donner leur nature et leur fonction, soit on vous demande dans un court extrait. Les questions portent toujours sur des extraits qui sont 2 à 3 phrases, soit sur un très court extrait, on vous demande par exemple de relever des verbes. Déjà, il faut que vous trouviez les verbes conjugués, il ne faut pas en oublier, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait le même type d'exercice, et ça, c'est se mobiliser, c'est déjà avoir une connaissance au moins, je vous disais tout à l'heure, d'une base, et la première des bases en grammaire, qui va d'ailleurs servir pour le reste, c'est nature et fonction. Déjà ça c'est le B.A.-ba. Donc, en termes d'entraînement, pour arriver à mobiliser ses savoirs, pour être extrêmement réactif le jour du concours, eh bien, l'entraînement, il se commence maintenant, peut-être même un petit peu avant. C'est-à-dire que régulièrement, bien évidemment, hein, c'est évident que vous n'allez pas courir un marathon si vous ne vous entraînez pas régulièrement. Eh c'est de la même tenance, c'est-à-dire que vous devez, pas apprendre, vous entraîner, déjà apprendre, je pense que ce sera forcément des choses que vous avez déjà vues, qui vont être réactivées, et vous entraîner sur des exercices à travers des sites qui sont indiqués ici, par exemple, ou aussi tout simplement sur des manuels collège, qui sont fin de 3e, par exemple, vous avez des exercices et avec des réponses et des corrigés si vous avez la possibilité d'avoir les corrigés. Voilà, ça c'est déjà un entraînement régulier. Et l'idée aussi d'une programmation. Mais je crois que j'en parlerai ça à la fin, non, Aurore? Oui. Merci beaucoup, c'était très précis.
On va passer à l'épreuve écrite de mathématiques. Donc, Alors, Daniel. l'épreuve écrite de mathématiques, oui. Le cadrage ministériel est très laconique. On nous dit l'épreuve comporte au moins 3 exercices. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Les épreuves des dernières années et de l'année dernière confortent dans l'idée que, en fait, l'épreuve est constituée d'un problème, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, donc parce que c'est plus volumineux, ça explore des champs de connaissances qui sont différents. Donc un problème, s'appuyant souvent sur une situation concrète, et puis avec donc une série de questions qui mobilisent divers outils mathématiques. Et puis ensuite, il y a des exercices, donc 2 exercices, 3 exercices, de façon en général à couvrir à peu près l'ensemble du programme, ce qui malheureusement ne permet souvent aucune impasse si on veut avoir un résultat correct à cette épreuve. Donc il faut, dans la préparation, il faut investir tous les domaines du programme des mathématiques. Donc ce programme de mathématiques, il est lui-même, comme l'épreuve elle-même, assez mal défini. Les limites, les contours sont un peu flous. On dit souvent que le programme, c'est le programme du cycle 4, c'est-à-dire le programme de fin de collège. Or, c'est souvent un peu insuffisant. Donc, il vaut mieux se dire que le programme, c'est certes la fin du collège, mais aussi quand même largement les notions de seconde, mais pas toutes. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de vous dire ça. Oui, par exemple, il y a un exemple qui revient souvent, c'est la question des suites numériques. Est-ce que les suites, il faut savoir des choses sur les suites ou pas? Si on s'arrête au collège, eh ben, on ne sait rien sur les suites et donc on se dit au concours, il n'y aura rien sur les suites. Mais on s'est aperçu que quelquefois, il y avait des questions portant, alors toujours des questions un peu simples, mais des questions sur les suites et donc elles ne sont au programme que de secondes. Bon. Donc il vaut mieux s'assurer d'une bonne connaissance du programme de collège et puis faire aussi quelques incursions du côté de la classe de seconde. Première terminale, non, c'est très différent, surtout maintenant avec la réforme actuelle en cours. Le programme, en fait, on peut le diviser, si vous voulez, en 4 grands chapitres. Enfin, chapitres, non, ce n'est pas des chapitres, ce sont des domaines, 4 grands domaines, et on aura 14 chapitres. Les domaines, c'est l'arithmétique, ça c'est clair, je vais dire ce que c'est après. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué parce qu'on appellera ça en maths un peu d'analyse, mais je vais dire aussi ce que c'est parce que ce n'est pas un mot qui est très compréhensible. Ensuite, un troisième domaine qui est donc les probabilités et les statistiques, regroupés en un seul domaine. Et ensuite, le dernier domaine, la géométrie. L'arithmétique, premier domaine, l'arithmétique, la connaissance des nombres et des opérations. Très important à l'école maternelle et élémentaire de bien connaître les nombres, la numération, etc., puisque ça va être une des matières avec lesquelles on va travailler avec les élèves, et également les opérations, savoir d'où elles viennent, comment on les fait, etc. C'est très, très important. Alors, on voit bien qu'on est a priori sur des savoirs qui sont des savoirs que tout le monde pense maîtriser, mais en fait, l'approche là est une approche qui est quand même plutôt assez savante et qui dépasse largement le cadre des connaissances ordinaires relatives au nombre, par exemple, ou aux opérations. Donc, c'est un des grands enjeux de formation en maths pour le concours, c'est d'investir ces domaines que vous n'avez pas nécessairement investis dans le parcours que vous avez fait dans le secondaire, à l'école bien sûr, mais ensuite on aurait pu les approfondir au collège et puis un peu au lycée. Or, on le fait peu. Ce sont des domaines qu'on va retrouver si on poursuit des études dans les classes scientifiques, les terminales scientifiques, voire après. Bon, donc c'est un savoir un peu spécifique et donc vous trouverez des connaissances autour de ces connaissances, là, le nombre et les opérations, dans les ouvrages de préparation au concours. C'est à peu près la meilleure ressource que vous pourrez trouver.
Ensuite, il y a donc le domaine de l'analyse, ce que j'ai appelé l'analyse, c'est-à-dire, je vais passer tout ça en revue, ce sont les fonctions, très important. Alors, les fonctions, si on s'arrête, par exemple, au niveau du collège, les fonctions, c'est, pour l'essentiel, les fonctions affines et linéaires, c'est-à-dire les fonctions qui se représentent par des droites. Or, au concours, ce n'est pas exactement ça. Au concours, on va trouver aussi possiblement des courbes, s'interroger sur justement la modélisation de mouvements, etc. Et donc, on aura peut-être affaire à des paraboles ou des hyperboles. Et donc, il faut là aussi avoir des connaissances sur ces fonctions qui sont au-delà du problème de collège, du programme de collège, pardon. Bon. Donc, les fonctions, grandeur et mesure, il faut, là, vous avez sans doute des connaissances, mais il faut là aussi approfondir ces connaissances, les réinvestir, savoir comment on convertit des mesures d'air, des mesures de volume, etc. Bon, connaître aussi, par exemple, les unités actuelles et puis les unités anciennes. Qu'est-ce qu'un empan, qu'est-ce qu'une aune, etc. Enfin bon, c'est l'histoire des mathématiques qui peut être présente dans une épreuve au CRPE. Et donc, c'est intéressant de connaître ça. Le mètre carré, c'est bien, mais connaître aussi ce que c'est qu'un art ou une art, pardon, c'est aussi intéressant de savoir ça. Bon. Donc, grandeur et mesure, c'est un chapitre important. Proportionnalité, là, c'est vraiment très, 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 très important d'être capable de résoudre avec des procédures savantes les problèmes de proportionnalité. Trop souvent, les savoirs sur la proportionnalité sont réduits à des procédures élémentaires. Et en fait, il y a des procédures qui sont beaucoup plus expertes en général quand on veut, je sais pas moi, calculer un prix après une augmentation, etc. Donc, on voit dans les classes de lycée des procédures de multiplication par un coefficient, etc. Il faut que ces procédures-là, vous les maîtrisiez. Bon. Donc, entraînez-vous à résoudre des problèmes de proportionnalité. Je reviendrai après sur les questions de l'entraînement. On a aussi une partie algèbre. Donc la partie algèbre, c'est un outil puissant de résolution de problèmes qui nécessite des savoir-faire particuliers de mise en équation, choix d'inconnus, résolution même d'inéquations, etc. Donc là aussi, quand on regarde ce qu'il y a dans le programme de troisième, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, on déborde largement sur le programme de seconde. Savoir résoudre une équation du premier degré, une équation du premier degré. Second degré, un petit peu de connaissance ne fait pas de mal, même si en principe, elles ne sont pas absolument indispensables. Donc là, on est sur un des points où la limite est floue. Si vous maîtrisez ces savoirs, vous pouvez les utiliser le jour du concours. Si pour vous c'est compliqué et que ça va vous demander beaucoup de temps pour réinvestir ces connaissances-là, vous pouvez peut-être laisser tomber et puis en rester à des choses simples. Voilà, fonction, grandeur et mesure, proportionnalité et tout ce qui est algèbre. Par-dessus tout ça, il y a maintenant des savoirs plus modernes, des savoirs qu'on appelle les TIS, avec l'utilisation du tableur et aussi l'utilisation du logiciel Scratch pour ce qui concerne les algorithmes. Voilà. Donc, quand on prend tous ces chapitres-là, on couvre à peu près l'ensemble des savoirs qui vont peu ou prou être indispensables pour la résolution du grand problème. D'accord? C'est tout ça qu'on va combiner pour faire un problème face à une situation concrète. Ensuite, donc, je clôt ce domaine-là. Ensuite, donc, le troisième domaine, c'est le problème des probabilités et des statistiques. Les probabilités, ce sont les probabilités qu'on appelle uniformes, probabilités simples. Bon. Là aussi, si on s'arrête aux connaissances du collège, c'est un peu juste. Il vaut mieux approfondir un petit peu parce que il y a des subtilités à connaître qui ne sont pas forcément très développées au collège. Les statistiques sont les statistiques descriptives. Bon, là, c'est quand même plus cadré. Il y a des notions à connaître, la moyenne, l'écart type, enfin pas l'écart type, pardon, mais plutôt la médiane, des choses comme ça. Bon, donc ça, c'est
en général sans trop de difficultés, et c'est un champ de connaissances qui est quelquefois présent au concours. Ensuite, quatrième domaine, la géométrie. Alors, à la fois la géométrie plane et la géométrie dans l'espace. Il y a beaucoup de chapitres dans le domaine de la géométrie. Alors, il y a des chapitres qui sont des chapitres indispensables à connaître avec les théorèmes fondamentaux que sont le théorème de Pythagore et puis le théorème de Thalès. Mais, constat, sur ces dernières années, les épreuves du concours ne faisaient vraiment pas la part belle à la géométrie. La géométrie devient un peu le parent pauvre des épreuves. Pourquoi? D'abord parce que au collège lui-même, l'enseignement de la géométrie est beaucoup moins important qu'il ne l'a été. La géométrie, c'est un champ de savoir qui est propice à l'enseignement d'une démarche rigoureuse, de l'approche de la démonstration. Donc, à l'heure actuelle, au collège, on est vraiment dans l'approche de la démonstration, là où de nombreuses années, on a été quand même dans une rigueur de raisonnement et de rédaction qu'on n'exige plus aujourd'hui. Donc, ce qui fait que la géométrie, c'est un peu, c'est plus un champ tellement propice pour évaluer ce qu'on cherche à évaluer de nos jours. Donc, il faut quand même connaître un certain nombre de choses en géométrie et explorer tous les chapitres de la géométrie. Il y en a de nombreux, il y en a 7, je crois. Moi, dans l'ouvrage de préparation qu'on a publié chez Nathan, on a 7 chapitres en géométrie plane et dans l'espace. Donc, ça fait quand même presque la moitié des chapitres, puisqu'on en a 14. Bon, alors, c'est difficile de vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire en géométrie, mais vous voyez que l'enjeu, il est peut-être moins important que dans les domaines qu'on a vus précédemment. Alors, pour l'épreuve elle-même, donc voilà ce que c'est que l'épreuve. Maintenant, quelles sont les qualités qu'on va évaluer au travers de l'épreuve? On va évaluer bien sûr vos connaissances, mais on va évaluer aussi vos capacités rédactionnelles. Ça, c'est très, très important. Donc, les capacités rédactionnelles, ça passe bien sûr par une orthographe irréprochable. Bon, mais ça, c'est une évidence, mais n'oubliez pas que le jury peut se permettre de vous enlever des points s'il y a trop de fautes dans une copie de maths. Donc, attention. Mais surtout, ce qui va être important, c'est votre capacité à exposer une démarche de résolution de problèmes et à justifier chacun de vos résultats. Ça, c'est extrêmement important. On ne donne pas en maths un résultat qui n'a pas été justifié par une connaissance ou une démarche, qui peut être une démarche logique, par exemple, qui justifie le fait qu'on aboutisse à tel ou tel résultat. Un correcteur de concours peut très bien considérer qu'une réponse juste, sans justification, vaut peut-être le quart des points, et encore, même certains sont exigeants à tel point qu'on pourrait à la limite vous mettre aucun point, parce que ce qui nous importe surtout, c'est la démarche qui conduit au résultat. Voilà, donc ça c'est très très important, il faut bien vous entraîner à ça, il ne faut pas simplement s'entraîner à la résolution de problèmes, il faut s'entraîner aussi à la rédaction des problèmes, qui est vraiment une compétence très importante évaluée au jour du concours. Se préparer à ce concours. Je dirais que plutôt que de chercher à connaître un cours pour ensuite l'appliquer, je crois que la bonne stratégie, quand même, c'est de penser à acquérir les connaissances dans le contexte de la résolution de problèmes. C'est vraiment ce qui est souhaitable. Et c'est aussi comme ça maintenant qu'on conçoit de plus en plus l'enseignement des mathématiques, quel que soit le niveau de classe, c'est mettre au centre la résolution de problèmes. C'est dans la résolution de problèmes qu'on conçoit la nécessité d'outils nouveaux, que peuvent émerger des connaissances nouvelles indispensables, etc. Et donc, pour vous, c'est une très bonne façon aussi de travailler, plutôt que de vous dire « Ah ben aujourd'hui, je vais lire le cours de ceci, etc. » Bon, donc,
première chose. Deuxième chose, ce qui va être important, c'est de définir une stratégie. Et donc, notamment, c'est de vous faire un planning, parce que sinon, vous allez partir dans tous les sens et puis vous allez vous perdre en chemin et vous ne saurez plus où vous habitez. Et donc, ça, c'est à éviter absolument. D'accord? Bon, donc il faut se fixer un cadre. Maintenant, le cadre, c'est toujours bien joli. Est-ce que je vais réussir à le suivre ou pas? Bon, c'est autre chose, mais c'est vraiment important d'avoir une aide à la structuration de son propre parcours. C'est aussi en ça que les ouvrages sont indispensables la plupart du temps, c'est que c'est une aide justement à cet enjeu. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi dans le domaine de la progression, c'est utiliser les progressions spiralaires, parce que quelquefois c'est un peu ennuyeux de prendre un chapitre, puis un autre chapitre, puis etc. Et on avance et on ne voit pas finalement, il n'y a rien qui se dessine dans un travail comme celui-là. Alors que si on adopte une progression que l'on qualifie de spiralaire, c'est-à-dire une progression où on approfondit un domaine de connaissance, puis à un moment donné, quand on commence à se lasser, on arrête, on passe à autre chose, et puis on reviendra sur ce domaine de connaissance qu'on a abandonné, et on approfondira, on reprendra les choses à un endroit, et puis on approfondira. Donc ça, c'est aussi une manière intéressante de travailler. Ce qui est aussi très important, c'est quand on aborde un chapitre ou au cours du chapitre, c'est de s'auto-évaluer. Il faut, alors, bien sûr que la résolution de problèmes, c'est un mode d'auto-évaluation, mais on peut aussi s'auto-évaluer sur des QCM très courts, avec des questions simples. Ça permet d'être sûr de soi, etc. Donc, c'est aussi une stratégie intéressante eh bien, dans la préparation de ce concours. Écoutez, je ne veux pas être trop long non plus, donc je vois qu'il est déjà 40, donc on peut peut-être s'arrêter là pour la préparation en mathématiques avec ces gens. Merci beaucoup. Merci Daniel. On va passer du coup à la présentation un peu plus succincte du coup de l'oral de français. On vous écoute, Laurence. Alors, je vais reprendre la parole. Très rapidement, Daniel l'a évoqué tout à l'heure dans les épreuves de mission. Donc, vous avez en même temps à préparer une séance de français, une séance de mathématiques. C'est pour ça qu'elles se passent en même temps. Et le temps de préparation dure 2 heures. Donc, je vais scinder, j'imagine, que je vais scinder 1 heure de français, 1 heure de mathématiques, même si sans doute, selon les difficultés ou le type de sujet, peut-être que c'est variable. On imagine sur 1 heure de français, vous avez une préparation. Vous avez plusieurs documents à votre disposition. À la suite de cette préparation, donc maths et français, vous rentrez dans la salle avec le jury, vous présentez un exposé entre 10 et 15 minutes, qui est suivi du même temps, à peu près 15 minutes de questions, un entretien avec le jury, et ensuite vous êtes mobilisé sur le deuxième exposé en mathématiques. Donc effectivement, il faut savoir se mobiliser là encore. Concernant le français, tout comme les maths, mais en français, on vous propose entre 2 et 4 documents. Les documents peuvent être sur. Je ne sais pas si j'ai une diapo après, Aurore, ou si je parle. On a des conseils. Okay, ça marche. Donc, concernant donc le type de document qui porte sur le sujet, là, pour travailler le sujet qui vous est donné, vous avez soit les programmes officiels, soit 1 page, 2 pages de manuel, soit un texte de littérature de jeunesse, très souvent. Et je suis en train de chercher, il m'en manque un. J'ai dû proposer, oui, et qui arrive très souvent aussi, ce sont les textes de chercheurs, la recherche en didactique. La didactique, c'est la capacité à transposer un savoir savant en classe, à des élèves beaucoup plus petits. Donc, vous avez ces 2 à 4 documents avec lesquels vous devez construire une séance. On vous donne des indications déjà de classe, CP par exemple, de période, donc première, deuxième période, c'est-à-dire après les vacances, chaque période est entre 2 vacances. Et on vous donne aussi le domaine. Je rappelle qu'il y a 4 domaines en français, en didactique: la lecture, l'écriture, l'étude de la langue et l'oral. Ces 4 domaines sont en interaction. Donc, on vous demande, par exemple, de faire une séance en lecture qui s'inscrit dans une séquence et on précise la place de la séance.
soit la plupart du temps c'est précisé dans votre sujet, dans votre consigne, soit c'est à vous de la placer. Elle peut être précisée la plupart du temps, hein, je viens de le dire, soit en séance de découverte, donc qui va inaugurer la séquence, soit la clôturer en fin de séquence. Voilà, je suis assez brève, hein, je laisse la parole en mathématiques. Ah, pardon, je crois qu'on avait des différents. Ok, c'est ce que je pensais. Alors, les notions à connaître, je vais juste terminer sur le français. Les notions à connaître, lecture, écriture, étude de la langue orale que je viens d'énoncer tout à l'heure, eh bien, on les trouve déjà surtout dans les programmes du BO, le dernier programme 2020, donc, et qui, vous pouvez déjà vous appuyer sur ça avec les attendus, les compétences attendues, parce qu'il s'agit vraiment, comme l'expliquait Daniel tout à l'heure, de montrer votre capacité à préparer une séance et à animer, entre guillemets, cette séance. C'est-à-dire qu'on attend de vous votre capacité à organiser la classe avec soit un gros groupe classe, soit un petit groupe, soit de façon duel, en tutorat, comme vous voulez, en tenant compte de en différenciant votre apprentissage, c'est-à-dire votre enseignement, en tenant compte des difficultés des élèves. Donc, les notions à connaître, elles sont essentiellement dans le BO, dans le bulletin officiel, avec effectivement, on verra ça tout à l'heure pour le planning, des capacités à connaître, des compétences pour vous, candidats, à connaître ce que ça veut dire apprendre à lire, ce que ça veut dire apprendre à écrire, etc. Pour l'entraînement, je vais en parler pour le planning. Et les ressources, ce sont essentiellement, vous allez les trouver, et elles sont très, très nombreuses sur le site EduScol. Peut-être trop nombreuses pour vous, savoir faire le tri dans toutes ces ressources. Voilà, je fais vite. C'est super, merci beaucoup. On va passer à l'oral de mathématiques. Je peux aller très vite alors pour l'oral de mathématiques. On a 2 minutes comme ça. Donc, on va avoir un temps de préparation d'1 heure pour concevoir une séance et son animation. Donc, il y a les connaissances didactiques et pédagogiques qui sont convoquées. Et ensuite, la présenter devant un jury. Alors, présenter quoi? En maths, quelquefois, on hésite entre présenter une fiche de préparation, qui est un outil utilisé couramment par les enseignants. Ils préparent leur cours, ils préparent une fiche de prep, et puis ensuite, ça leur donne un cadre pour pratiquer la classe. Pour le concours, on peut peut-être davantage parler d'un exposé de déroulé de séance. C'est un peu la même chose, mais ce n'est pas structuré exactement de la même manière. Donc, déroulé de séance, c'est premier temps, je fais par exemple du calcul mental. Ensuite, deuxième temps, je fais une séance découverte sur une notion, enfin, etc. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est découpé en phases avec un minutage. Qui spécifie les consignes passées par l'enseignant, qui indique les tâches données aux élèves, qui anticipe sur les procédures que pourraient utiliser les élèves, qui anticipe sur les aides que les enseignants pourraient apporter aux élèves en difficulté, qui anticipe aussi sur les différences de compétences des uns et des autres, et donc on travaille sur la diversité des élèves. Voilà, donc il va falloir exposer tout ça et discuter de tout ça. On aura un quart d'heure pour l'exposer, après avoir réfléchi à la question pendant 1 heure. On aura disposé, comme disait Laurence, d'une photocopie de manuel. On aura disposé de textes de cadrage, programmes, documents d'accompagnement, d'articles de chercheurs. Voilà. Et puis, avec tout ça, eh bien, il faut arriver à faire quelque chose qui vous ressemble un peu, que vous auriez envie de mettre en œuvre en classe, de façon à produire une prestation orale vivante auprès du jury. Ce qui est difficile parce que, évidemment, on a un peu le sentiment que c'est une épreuve qui s'adresse à des gens qui ont déjà enseigné. Alors que, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez que très peu d'expérience de la classe. Pour acquérir une expérience de la classe, sans y avoir passé des années ou même des mois, vous pouvez peut-être, si vous en avez la possibilité, essayer de faire un stage dans une école qui pourrait vous accueillir. Ça peut être intéressant. Si ce n'est pas possible, eh bien, vous avez toujours le contact de la classe qui peut être possible avec l'exploration des manuels scolaires. C'est intéressant en maths de prendre des manuels scolaires
et puis de commencer à les regarder, de les comparer, etc. C'est une façon d'entrer dans la façon dont on va travailler avec les élèves. On peut voir nettement la différence qu'il y a entre un fichier, comme on dit, pour un élève de CP en maths et un manuel scolaire pour un élève de CM2. C'est pas fichu du tout de la même façon. Donc ça indique bien déjà que des séances pour un élève de CP et une séance pour un élève de CM2, c'est pas la même chose non plus. C'est pas conçu de la même manière et c'est pas animé de la même manière par l'enseignant. Voilà, donc que dire de plus? Non, Laurence a tout dit hein, sur les supports qu'on va trouver sur Eduscol, et puis beaucoup d'articles. En maths, il y a énormément d'articles sur des thèmes particuliers, le nombre au cycle 2, etc. La question des cycles, on ne l'a pas évoquée, mais c'est une question importante, hein, bien sûr. À l'école primaire, pardon, il y a 3 cycles, cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Et donc, il faut connaître les spécificités de chacun des cycles parce que donc, les âges des enfants évoluant, leurs compétences évoluent et ce qu'on peut faire avec eux, ça change beaucoup. Et ça change aussi, par exemple, les temps des séances, le rythme des séances, la façon de concevoir des consignes, etc. Tout ça sont des choses qu'il faut que petit à petit vous appreniez. C'est pas simple et ça se fait nécessairement sur du long terme. Donc, je le dis quand même par anticipation, même si on va en reparler dans la préparation générale tout à l'heure ensuite. Il vaut vraiment mieux commencer à s'intéresser aux épreuves orales très rapidement dans sa préparation au concours, même si on marquera des pauses, etc. Il faut commencer à essayer d'entrer dans la culture du métier, dans le vocabulaire du métier, dans les problématiques du métier à partir du moment où on entre dans la préparation au concours. Parce que c'est un apprentissage long, c'est un apprentissage qui il est long, il prend du temps. Voilà. Imprégnation. Parce qu'on ne peut pas apprendre tout ça par cœur, ça n'a pas de signification. Voilà pour ça. Il est 50. C'est parfait. Nous allons pouvoir passer au dernier conseil sur la préparation. Oui, préparation d'ordre général. Donc, écoute, je garde la parole 2 minutes et puis tu compléteras. Mais on a vu ça ensemble. On s'est dit qu'on était assez d'accord sur l'idée que un bon cheminement, c'était un cheminement qui commençait par travailler sur à la fois les connaissances notionnelles nécessaires pour les épreuves d'admissibilité et, comme je viens de le dire à l'instant, les connaissances didactiques qui vont être importantes pour l'oral. Bon. Et ça pendant un certain nombre de mois. Maintenant, on est bien conscient qu'à l'approche du concours, on va se centrer sur l'échéance qui arrive, c'est-à-dire notamment les épreuves d'admissibilité. Et donc, on se dit qu'une pause sur la préparation des épreuves d'admission, la préparation de séances, de séquences, etc., ça nous paraît assez normal et le bachotage paraît aussi assez normal, disons, dans les mois de février-mars, notamment. Voilà. Et donc, ça fait une espèce de rétro-planning, comme on disait entre nous. Le concours étant début avril, février-mars portant exclusivement sur les savoirs notionnels maths français et puis pour la 3e épreuve d'application. Mais en amont, on aura travaillé ce qu'on va pouvoir réinvestir une fois que ces épreuves d'admissibilité seront passées. Et là, on mettra un coup de collier sur la préparation de séances en français et en maths, et puis le CSE et le PS. Voilà, Laurence, si tu veux compléter. Alors, je vois qu'il y a des couvertures. Peut-être pour reprendre ce que vient de dire Daniel, en mathématiques, j'imagine que c'est pareil, mais en français, peut-être une idée pour construire sa progression. Daniel, vous parlez de progression, c'est-à-dire par quoi je commence pour arriver. Et donc, l'admissibilité étant votre priorité chronologique, ça n'empêche pas qu'on travaille l'oral, comme vient de le dire Daniel, en même temps, au moins dans un premier temps. Après, on va lâcher un petit peu en février-mars pour vraiment accentuer l'admissibilité. Et moi, ce que je vous propose, et ce que je répète tout simplement ce qui a été dit, c'est de prendre dans le sommaire, je prends l'épreuve d'admissibilité, par exemple en français, prendre le sommaire et puis cocher, se faire un programme
je dirais, un planning hebdomadaire, hein, avec les notions à travailler. En même temps, travailler donc première, deuxième et troisième épreuve. Ce n'est pas pertinent de faire d'abord la première et ensuite la deuxième. On travaille les trois en même temps. Alors, à vous de doser votre capacité de travail et le temps que vous pouvez consacrer. La chose que je voulais ajouter aussi, c'est le site. Alors, on a parlé d'EduSchool, qui est le site quand même ministériel sur lequel vous allez trouver énormément de ressources. Et vous avez un moteur de recherche assez bien construit. Et il y a aussi un autre site, c'est l'Institut de formation d'éducation qui est à Lyon, donc, et qui présente en fait la plupart des recherches, les nouvelles recherches en didactique du français, par exemple. On va présenter sur l'apprentissage de lecture qui a fait beaucoup parler, hein, cet apprentissage. Vous avez trouvé des textes de recherche et entre autres des comptes rendus et des conférences tout à fait accessibles pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour l'IFE. Voilà. N'oublions pas aussi l'entraînement au concours. Dans les conditions du concours, c'est ce qu'on va appeler, nous, les concours blancs. C'est très important, quelques temps avant le concours, de s'entraîner dans les conditions du concours. Parce que souvent, donc, vous allez voir que vous trouverez que vous manquez de temps pour boucler l'affaire. Et donc, ça, il n'y a que se confronter à ces concours. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à prendre vraiment la mesure de l'épreuve. Donc, la fréquentation des annales est quelque chose d'extrêmement important, bien sûr, mais aussi savoir se donner des moments où on se dit, aujourd'hui, je fais comme si j'étais au concours, et donc, voilà, je ferme les écoutilles, etc., je travaille, je me donne tant de temps, et puis quand c'est fini, et puis je vois où j'en suis. N'oubliez pas ça, c'est important pour un concours. Un concours, ce n'est pas un examen. Dans un concours, on cherche à accumuler des points. Donc, par exemple, en maths, il y a des stratégies comme ça. Il ne faut surtout pas s'acharner sur une question parce qu'on n'y arrive pas. Non, non, on s'en fiche, on ne trouve pas, on laisse un peu de blanc sur sa copie et puis on passe à la question suivante. La gestion du temps est quelque chose qui est capital et aussi pour pouvoir accumuler des points puisque c'est le meilleur qui gagne, celui qui a ramassé le plus de points. Eh bien, je vous remercie. On va pouvoir passer aux questions. Et en fait, votre question sur la gestion du temps me paraît une bonne manière de faire la transition, puisqu'on a des questions notamment sur selon vous, le nombre d'heures à consacrer à la préparation du concours par semaine. Alors, je veux bien prendre la parole. Et malheureusement, je ne crois pas que je puisse répondre. Si Daniel fait mieux, alors là, je suis preneuse. Je ne crois pas que je puisse répondre et que personne ne puisse répondre à ce genre de questions. Parce que ça va dépendre si vous avez des charges familiales, si vous travaillez et si vous pouvez consacrer tout votre temps. Vous voyez, c'est ça qui va faire la différence. En revanche, en termes, peut-être, je vais prendre le cas extrême, vous êtes chargé familialement, vous avez des charges familiales et vous avez un travail, ce qui vous laisse peu de temps pour travailler. Eh bien, j'estimerais, si vous arrivez à faire, par exemple, je vois que sur le chat, on parle donc des exercices, des rituels, des exercices que nous mettons sur Léa. Eh bien, vous pouvez le faire en français un petit peu tous les jours. Ça va vous prendre 5-10 minutes, pas plus. Et peut-être en week-end, au moins vos jours de congé, à ce moment-là, consacrer peut-être 1 à 2 heures. Peut-être la chose essentielle, c'est de vous obliger à rédiger, même une réponse. Dans un premier temps, vous pouvez faire comme nous, on est en train de faire à l'oral, voilà, 2 × 2 = 4. Je n'écris rien, je réponds. Vous faites déjà des entraînements comme ça, même si c'est en français. En revanche, à un moment donné, il va falloir apprendre à rédiger la réponse. Ça, c'est un entraînement. Même si vous n'avez personne qui corrige derrière vous, vous pouvez aussi vous entraîner tout simplement à écrire. Voilà, je ne sais pas si ça suffit pour les heures. Pour Daniel, je ne sais pas. Moi, je dirais, je sais pas moi, 7h25 peut-être, pour être précis. Non, c'est très compliqué de répondre à cette question. Ça dépend tellement de vos besoins. Déjà, on ne connaît pas, donc on sait. Bon, mais moi, je dirais que pour les maths, ce qui me semble important, c'est l'entraînement régulier. Voilà, c'est surtout ce mot-là qui est important. Il faut s'entraîner régulièrement. Donc, si vous pouvez y passer, je sais pas moi, 1 heure tous les 2 jours, c'est déjà très bien, hein, 1 heure tous les 2 jours en maths. Voilà la réponse à cette question.
Je n'ai plus de son, moi. Je n'ai plus de son. Bon. Est-ce que c'est bon? Ah, ça, là, oui. Maintenant, nous avons. Ok, super. Merci, pardon, on a eu des petits problèmes de batterie. Une autre question qui nous a été posée, c'est sur une étudiante qui voudrait, enfin, qui est en Master 1 MEF et qui voudrait attaquer les révisions dès cette année, mais sans savoir par où commencer. Les révisions, alors le mot révision peut-être pas adapté parce que j'imagine qu'en M1, surtout à cette période de l'année, tous les savoirs ne sont pas en place. En revanche, alors, en termes de révision, peut-être en grammaire à ce moment-là, et puis on travaille de texte parce que ça c'est quelque chose qui est là déjà, pas qui est acquis normalement et qu'on développe, hein, qu'on approfondit. Et là, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est prendre un manuel. À la BU, il y a suffisamment de manuels forcément de préparation au concours. Prendre un manuel, prendre le sommaire, et puis commencer par là. Et en grammaire, commencer par nature et fonction. Si vous devez réviser quelque chose, c'est surtout ça. Après, entraînez-vous donc peut-être au lexique, enfin dans le lexique, hein, à la capacité à repérer donc les formes lexicales. Et puis petit à petit comme ça. Mais c'est très difficile là encore de répondre, surtout si vous êtes en première année de master. En décembre, là, en début d'année, vous n'avez pas encore tout à fait fini, j'imagine. Bah, moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, si ce n'est que en Master 1, on peut peut-être se concentrer sur les savoirs notionnels dans un premier temps et se dire qu'en Master 2, là, on va commencer à prendre des contacts avec la classe, donc on sera plus dans la dimension didactique et pédagogique. Donc, mettre l'accent en M1 sur les savoirs notionnels, ça me paraît une bonne stratégie. Mais ça n'empêche que dès le M1, il faut aussi réfléchir aux questions d'enseignement. Mais on peut peut-être dire que la balance, elle peut pencher du côté des savoirs notionnels en M1. Comme ça, on sera plus tranquille en M2 de ce côté-là. Et on pourra investir davantage les savoirs didactiques et pédagogiques. Très bien. Eh bien, je pense que ça donne déjà des bonnes pistes. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Je vous invite à vous rendre sur léa.fr si vous voulez prendre connaissance des différents exercices qui sont à disposition, de tous les sujets d'entraînement. Vous avez beaucoup de ressources gratuites pour les étudiants qui vous permettront aussi de vous préparer et d'avoir beaucoup d'indications. Et n'hésitez pas à vous tenir informé des webconférences à venir qui vous présenteront la suite des épreuves pour vous préparer au concours dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Daniel. Bonsoir à tous. Merci aussi. Au revoir. Au revoir Daniel et au revoir à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonsoir à tous.